Madame le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Votre Excellence, Monsieur le grand rabbin de France, cher Haïm, Monsieur le président du consistoire central, Mesdames et Messieurs les déportés, cher Léon, Monsieur le recteur de Paris, Messieurs les présidents d'associations, cher Serge et Beate Klarsfeld, cher Éric de Rothschild, Mesdames et Messieurs. C'est un exercice bien difficile que de prendre la parole aujourd'hui devant vous et de le faire non pas en mon nom personnel, mais en lieu et place de mes grands-parents, Georges et Lucie Pascal, nés février, disparus l'un et l'autre au siècle dernier. Exercice difficile car je n'ai pas connu ma grand-mère et que mon grand-père ne faisait que très rarement allusion à la période de l'occupation et encore moins à son rôle dans la résistance. Combien sont-ils ceux qui, comme lui, restèrent à jamais silencieux, emportant avec eux le secret de leur héroïsme et la beauté de leur conscience? C'est à eux que je veux d'abord penser, à ces hommes et à ces femmes qui ont sauvé non seulement l'honneur mais l'âme de la France et qui n'obtiendront jamais la moindre reconnaissance officielle, dont l'histoire d'ailleurs a déjà enseveli le nom. L'exercice que vous me demandez est rendu encore plus difficile à mes yeux dès lors que la question de ma propre légitimité à prendre la parole devant vous se pose. L'héroïsme de mes grands-parents n'est pas le mien, et je vous dois en cela un aveu. Depuis qu'il y a 30 ans, presque jour pour jour, l'ambassadeur d'Israël, près le Conseil de l'Europe, a remis en présence de toute ma famille rassemblée la médaille des Justes à mes grands-parents à titre posthume, je me pose toujours et encore la même question de façon lancinante. Aurais-je eu leur courage? Aurais-je pris le risque de jouer ma vie et de mettre en danger celle de mes propres enfants pour sauver des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas français et qui parlaient à peine notre langue? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mes grands-parents, certainement, se la sont posée, mais ils ont répondu avec des actes. C'est donc à cette réponse, et elle seule, que je dois ma présence ici, aujourd'hui, devant vous. Mais c'est bien parce que cet héritage m'oblige que je suis allé défiler dans les rues de Paris le 12 novembre dernier, au milieu d'une foule qui eut le courage de marcher pour dire non à un antisémitisme hâtivement et honteusement maquillé aux couleurs mensongères de l'antisionisme. C'est parce que le courage de mes grands-parents m'oblige que j'ai pris la plume dans le Figaro au mois de mai dernier pour dénoncer publiquement la profanation du mur des Justes qui se trouve ici, au mémorial de la Shoah. Et je partage votre avis, madame. L'insulte, d'où qu'elle vienne, reste une insulte. La profanation, d'où qu'elle vienne, reste une profanation. C'est donc parce que je suis le petit-fils de Georges et Lucie Pascal que je suis venu vous raconter leur histoire. Une belle histoire qui sent la détermination de Yad Vashem à recueillir inlassablement des témoignages directs serait peut-être restée à l'état de simple tradition familiale, racontée puis chuchotée avant d'être oubliée. Le long témoignage de Gustav Nussbaum est formel. Dès le 10 mai 1940 et l'invasion de leur pays, le Luxembourg, par l'Allemagne nazie, les époux Nussbaum, parce que juifs, et leur fils Gustave, alors âgé de 6 ans, fuient vers la France, aidés en cela par des réseaux de francs-tireurs belges et luxembourgeois. Après un voyage rocambolesque sur les chemins de l'Exode, ils arrivent à Ganges, petite ville aux portes des Cévennes, cachée dans des corbeilles à pain. Ils sont aussitôt recueillis par ma grand-mère qui va se charger de leur procurer de faux papiers et les loger dans le masé familial perdu à flanc de coteau au milieu des oliviers et de quelques ceps de vigne. Là, ils resteront cachés jusqu'à la libération, protégés par le maquis que mon grand-père rejoindra dès l'occupation de la zone libre. Et ne l'oublions pas, grâce à la complicité de toute une population. Comment imaginer en effet qu'une famille parfaitement inconnue et s'exprimant avec un fort accent ait pu passer inaperçue dans une ville qui comptait à peine 4000 habitants et où tout le monde se connaît et s'épie depuis des générations, où les protestants ne marchent pas sur le même trottoir que les catholiques? Pendant ces 4 ans, je dis bien 4 ans, non pas 4 jours, 4 semaines ou 4 mois,
Gustave, qui parlait mal le français à son arrivée, va aller à l'école communale et nouer avec mon oncle Georges et mon père Jacques, dont la veuve, ma belle-mère, est ici présente, une amitié de galopin. Les deux frères, Pascal, ont à peu près le même âge que le jeune réfugié, qu'il surnomme Gusti. Le dimanche après la messe, ma grand-mère monte au Mazet, un panier à provisions sous le bras, accompagnée de ses deux fils, de leur jeune sœur et de la petite bonne de l'assistance. La garrigue devient alors un immense terrain de jeu, une sorte de jardin d'Éden, aride et embaumé, loin des bruits de bottes et de la fureur des hommes. Ce sera la guerre des boutons en pleine Seconde Guerre mondiale. Un jour, les trois garçons, qui portent encore la culotte courte réglementaire, subtilisent le film des actualités pâtées pour en découper soigneusement toutes les images où Pétain apparaît. Alertée par le projectionniste et soucieuse d'éviter une descente de police, ma grand-mère passera une nuit blanche à recoller ces morceaux de pellicule d'une propagande qu'elle exècre pourtant. Pendant 4 ans, elle refusera obstinément d'afficher le portrait du maréchal Pétain à la devanture de la bijouterie familiale, lui préférant le portrait de l'infortunée marquise de Ganges, victime du plus célèbre féminicide du grand siècle et qu'elle faisait descendre du salon. D'après mon père et mon oncle, les deux autres témoins de cette aventure, mon grand-père, après l'histoire des pellicules, aurait fait une descente éclair depuis le maquis, un revolver glissé dans sa ceinture pour distribuer une tournée générale de baffes à laquelle le petit Gusti n'échappa pas. C'était une époque où l'on ne plaisantait pas avec le patriarcat. De son côté, ma grand-mère, ancienne pensionnaire de l'institution Notre-Dame de la Merci à Montpellier, grande admiratrice de Monseigneur Courrèges, dont on connaît le courage, prenait soin de donner à Gustave des rudiments de catéchisme. Il valait mieux, en effet, en ce temps-là, connaître le Notre Père et le Je vous salue Marie par cœur, et de lui offrir des jouets à Noël, car, disait-elle, c'est pas parce qu'il est juif qu'il ne peut pas fêter Noël. Et du chocolat à Pâques, du chocolat en plein rationnement. 50 ans plus tard, Gustave Nussbaum, devenu adulte, alors qu'il livre son témoignage aux enquêteurs de Yad Vashem, n'a pas oublié ses œufs en chocolat dont il tiendra à consigner scrupuleusement le souvenir. Avec cette phrase, nous mangions du chocolat pendant la guerre chez les Pascal. Jamais les Nussbaum ne manqueront de rien. Jamais personne ne les dénoncera. Jamais ils ne seront arrêtés. Jamais ils ne seront déportés. Jamais ils ne passeront 3 jours et 3 nuits dans un wagon à bestiaux pour être débarqués dans la nuit et le brouillard sur le quai de la gare d'Auschwitz-Birkenau. Jamais la famille Nussbaum ne sera séparée après le tri. Jamais ils ne seront comptés à la pelle comme de vulgaires Stück, morceaux en allemand. Jamais le petit Gustave n'aura à se serrer nu contre sa mère dans une chambre à gaz avant de suffoquer. Les Nussbaum ont survécu. Ils ont été sauvés. Et la paix revenue, ils sont retournés au Luxembourg. Pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. Et elle est connue de personne. Après la guerre, mon grand-père est reçu plusieurs fois par Jules Mock, député SFIO de l'Hérault et ministre de l'Intérieur à Poigne, intraitable avec les factieux, fussent-ils syndicalistes. Il va lui demander de mettre secrètement les camions de son entreprise de travaux publics au service d'une mission un peu particulière. Vous aimez les Juifs? Aidez-les. Mon grand-père répondra à cet appel. Il s'agit de transporter de nuit et à bord de véhicules soigneusement bâchés de jeunes Juifs des deux sexes, rescapés des camps de la mort et provisoirement rassemblés au château de Cambous, vieille bâtisse de style Renaissance posée à quelques kilomètres de Ganges, où ils ont été pris en charge par plusieurs associations humanitaires juives et sionistes internationales. Là-bas, ils leur apprennent à faire des enfants, car on a tué beaucoup de Juifs en Allemagne. Se serait contenté d'expliquer mon grand-père, toujours laconique, à ses 2 fils, abasourdis et intrigués par le contenu d'un tel programme scolaire. Selon le témoignage de mon oncle, qui accompagnera plusieurs fois son père dans ses déplacements, entre la fin des années 47 et le début des années 50, près d'une trentaine de voyages auraient été ainsi assurés, transportant des centaines de jeunes gens, dont beaucoup portaient, outre un numéro tatoué sur le bras, le foulard bleu et blanc des scouts sionistes. Certains d'entre eux seront conduits par mon grand-père jusqu'au port de Sète
pour embarquer à bord d'un vieux cargo rebaptisé Exodus. La suite, monsieur l'ambassadeur, vous la connaissez, elle appartient non plus à l'histoire de ma famille, mais à celle de l'État d'Israël. Je vous remercie.